Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce lundi 6 octobre. Les familles des militaires libanais enlevés à Herzl début août poursuivent leur mobilisation. Les médiations locales et régionales ont pour l'heure échoué. Le gouvernement refuse tout échange de prisonniers. Le bilan toujours incertain au lendemain de lourds combats entre le Hezbollah et des djihadistes à Britel dans l'est du Liban. L'armée s'est déployée dans plusieurs régions de la Bekaa. Des avions de chasse belges et australiens engagés pour leur première mission de combat armé aux côtés de la coalition contre l'organisation de l'État islamique en Irak. Et à suivre également dans ce journal, la saison des Nobel commence avec le prix de la médecine attribué à un Américain et un couple norvégien pour leurs travaux sur le GPS du cerveau, un système cellulaire qui permet aux individus de s'orienter dans l'espace. Les familles des militaires libanais enlevés par les djihadistes début août musclent leur mobilisation. Ils ont coupé ce lundi et pour la première fois la route de Kalamoun, reliant le nord du Liban à Beyrouth et la route de Tel Shish-Zahle, une opération escargot qui isole encore plus la Bekaa de la capitale. La Bekaa qui a également été secouée cette nuit par des affrontements entre le Hezbollah et les djihadistes. Les détails dans ce reportage signé Serge Barbary. La mère de ce soldat otage de l'État islamique n'entend pas décamper. Son fils Mohamed a été enlevé par les djihadistes à Herzl il y a plus de 2 mois lors des affrontements qui ont opposé la troupe aux islamistes. Comme Mohamed, une trentaine de soldats sont toujours retenus en otage par les djihadistes qui ont déjà exécuté 3 militaires. Les médiations locales et régionales, notamment qataries, ont pour l'heure échoué. De quoi alimenter la colère des familles des otages qui ont bloqué ce matin et pour la première fois la route de Tarshish. Une route alternative reliant la Bekaa à la capitale et qui était jusque-là épargnée par les opérations escargot des proches des militaires kidnappés. La région de la Bekaa semble plus que jamais isolée de Beyrouth, d'autant plus que les familles des otages bloquent toujours la route de Dar el-Baïdar dans les 2 sens. Devant cette situation sans issue, nous n'avons pas d'autre choix que d'opter pour l'escalade. Nous allons nous mobiliser à Beyrouth, à l'aéroport, partout. Certains ministres, eh bien franchement, ils souhaitent la mort de nos enfants et la destruction du Liban. Ces ministres conspirent contre nos enfants et les réfugiés syriens. S'ils passent par ici, soyez sûrs qu'ils subiront le même sort que nos enfants. Nous ne sommes pas des bloqueurs de route, nous sommes pacifistes. Si 2 personnes se disputent, eh bien on fait tout pour les réconcilier. On tient à s'excuser auprès des Libanais pour les conséquences du blocus. Mais ils nous soutiennent, j'en suis sûr, plus que ces ministres qui souhaitent la destruction du Liban et qui refusent de troquer avec les islamistes. Pour l'heure, le gouvernement Salam refuse toute négociation ou troc avec les djihadistes qui réclament notamment la relaxe des détenus islamistes à la prison de Roumieh. Mais pas seulement, selon le quotidien koweïtien Al-Anba, les islamistes exigeraient aussi le maintien de passages sûrs entre Herzl et ses zones reculées, ainsi que l'ouverture de couloirs humanitaires et le maintien des camps de réfugiés syriens à l'intérieur de cette ville frontalière avec la Syrie. Les djihadistes n'épargnent pas non plus le Hezbollah. Le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, a lancé cette nuit une vaste offensive contre les partis d'Hassan Nasrallah et ses bases arrières situées dans une zone montagneuse qui s'étend du sud de Baalbek jusqu'à des secteurs proches de la ville d'Herzl. Selon la chaîne Al-Manar, la télévision du Parti de Dieu, les combattants du Hezbollah ont infligé de lourdes pertes dans les rangs des islamistes qui ont été repoussés au-delà de la frontière. Si l'armée libanaise s'est tenue à l'écart de ces affrontements, elle s'est toutefois déployée dans plusieurs régions de la Bekaa. Et puis au lendemain des violents affrontements entre le Parti de Dieu et des djihadistes dans la Bekaa, la coalition du 14 mars dit refuser que le Hezbollah défende la frontière. Dans un communiqué, l'Alliance estime cette défense inconcevable car les combattants du Hezbollah sont impliqués dans les combats en Syrie et cela encouragerait par ailleurs d'autres groupes illégaux à vouloir posséder des armes pour être à pied d'égalité avec le parti de Hassan Nasrallah. Le 14 mars a dans ce cadre appelé l'armée et l'État à défendre la frontière libanaise.
Des images de la télévision irakienne montrent l'opération de l'armée contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique à Doulouya, c'est à 100 km de la capitale Bagdad. D'après la chaîne nationale, les soldats appuyés par des milices chiites et tribales ont réussi à reprendre cette enclave islamiste après 3 jours de combat. Du côté de la coalition internationale, la mobilisation prend de l'ampleur. Un avion de combat mis à disposition par la Belgique a pour la première fois largué hier une bombe à guidage GPS. Bruxelles a engagé 6 F-16 dont la mission comprend la sécurité de l'espace aérien, la collecte d'informations tactiques ainsi que la neutralisation d'objets au sol. Plus tard dans la nuit, des appareils australiens ont à leur tour réalisé leur première mission, tandis que les Néerlandais commencent à survoler le pays. Canberra doit aussi déployer 200 soldats en Irak, notamment des forces spéciales, pour conseiller les troupes irakiennes et kurdes, mais doit encore pour cela recevoir l'approbation finale du gouvernement irakien. Et puis à la frontière turco-syrienne, les islamistes s'acharnent sur la ville kurde de Kobané, aussi appelée Ain el-Arab, mais cette fois l'un de leurs tirs a touché le côté turc, faisant 2 blessés. Ankara a ordonné des évacuations. Les djihadistes ont hissé leur drapeau noir sur un bâtiment de la partie orientale de Kobané. L'EI resserre son étau sur cette ville depuis plus de 2 semaines. Ils s'en sont rapprochés ces derniers jours malgré les frappes aériennes menées contre ces positions par les États-Unis et leurs alliés arabes. L'offensive des djihadistes a poussé à l'exode quelques 180 000 Kurdes qui ont trouvé refuge en Turquie voisine. L'otage américain Peter Kasek dit avoir peur de mourir entre les mains de Daesh. Dans une lettre à ses parents datée de juin, il écrit que le plus dur est de ne pas savoir, de se poser des questions, d'espérer et de se demander s'il peut même espérer quoi que ce soit. Âgé de 26 ans, Peter Kasek est apparu à la fin d'une vidéo de l'EI, publiée vendredi et qui montre la décapitation de l'humanitaire britannique Arlen Henning. Tous les otages menacés à la fin de vidéos identiques ont été assassinés par les djihadistes. La lettre de cet ancien soldat américain évoque également sa conversion à l'islam durant sa captivité. Une conversion volontaire qui s'est faite entre octobre et décembre 2013, quand il partageait une cellule avec un croyant musulman syrien. Originaire de l'Indiana, Peter Kasek avait fondé l'organisation humanitaire SARA en 2012, après avoir quitté l'armée américaine. Il a formé environ 150 personnes à fournir de l'aide médicale aux réfugiés et aux blessés en Syrie. Dans un instant, nous ferons le point sur le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Téhéran a libéré une journaliste iranienne détenue depuis juillet avec son mari, chef du bureau du Washington Post en Iran. Le couple avait été arrêté le 22 juillet dernier dans le cadre d'une affaire liée à la sécurité de la République islamique. Yeganeh Salehi a été libérée sous caution. Elle a pu rendre visite en prison à son mari, Jason Rezaian, un Irano-américain. Selon un proche, ils sont tous deux en bonne santé malgré un séjour de plus de 2 mois derrière les barreaux. La journaliste a perdu son accréditation pour travailler dans le pays. Les charges qui pèsent sur le couple restent floues. L'Iran ne reconnaît pas la double nationalité et a donc rejeté les demandes du département d'État concernant Rezaian. Washington et Téhéran n'ont pas de relations diplomatiques et s'affrontent sur la question du programme nucléaire iranien. 5 civils ont été tués dans le Cachemire indien et 4 au Pakistan lors d'échanges de coups de feu entre forces de sécurité indiennes et pakistanaises. Les 2 pays s'accusent mutuellement d'avoir provoqué l'incident. Les 2 puissances nucléaires ont connu 3 guerres, dont 2 au sujet du Cachemire à majorité musulmane. Le Cachemire est divisé entre les 2 États qui se sont affrontés 2 fois pour le contrôle de la région en 1947 et puis en 1971, avant l'instauration d'un cessez-le-feu et d'une ligne de contrôle en 1972. Depuis 1989, les combats entre l'armée indienne et une dizaine de groupes indépendantistes ou pro-pakistanais ont fait des dizaines de milliers de morts, la plupart civils. Dilma Rousseff, favorite du second tour au Brésil, candidate à sa propre succession, la présidente sortante a remporté plus de 41% de suffrages hier lors du premier tour de l'élection. À 66 ans, cette membre du Parti des travailleurs promet de poursuivre une politique pourtant durement critiquée par les manifestations en marge de la Coupe du monde de football l'été dernier. Elle affrontera le social-démocrate Aécio Neves lors du second tour le 26 octobre prochain.
Longtemps relégué à la 3e place dans les sondages, le chouchou des investisseurs a finalement obtenu plus de 33% des votes. L'écologiste Marina Silva, qui a un temps menacé Dilma Rousseff, n'a finalement remporté qu'un peu plus de 21% des suffrages. Elle n'a pas encore donné de consigne de vote. Près de 60% de ses électeurs avaient cependant indiqué lors de récents sondages qu'ils soutiendraient Aécio Neves s'il parvenait au second tour. L'enquête sur la disparition de 43 étudiants mexicains dans la ville d'Iguala progresse. 2 membres d'un gang criminel ont avoué avoir participé au meurtre de 17 de ces étudiants. Selon eux, c'est le directeur de la sécurité publique de la ville qui a ordonné leur venue sur place. Des fosses communes clandestines ont également été découvertes. À l'intérieur, au moins 28 cadavres, en partie calcinés. Leur identification est en cours. Malgré tout, le procureur de l'État du Guerrero se veut prudent et ne veut pas lier la découverte macabre à la disparition des étudiants avant d'avoir reçu les résultats des médecins légistes et des tests ADN. Les étudiants avaient participé à une manifestation il y a une semaine, manifestation qui s'était soldée par 6 morts après des fusillades. Dans cette affaire, les autorités locales sont soupçonnées de s'être alliées au groupe criminel Guerreros Unidos lié au trafic de drogue. Le Japon, de nouveau balayé par un puissant typhon Pamphone, est le 18e de la saison dans l'archipel. Des pluies torrentielles se sont notamment abattues dans la région de Shizuoka, dans le centre du pays, accompagnées de rafales de vent allant jusqu'à 180 km/h. Près de 2 millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Le dernier bilan fait état d'au moins 6 morts et disparus, dont 3 militaires américains emportés par une mer déchaînée. On est également sans nouvelles d'un jeune surfeur. Une vingtaine de personnes ont aussi été blessées. À Tokyo, la capitale nippone a vécu quelques heures au ralenti avec ces intempéries qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Les transports ont été très perturbés et Pamphone poursuit sa route. Le cyclone tropical a pris la direction du nord-est du pays. Le mouvement pro-démocratie semble s'essouffler et la vie reprendre son cours normal à Hong Kong. Les fonctionnaires sont retournés au travail ce lundi. Après une semaine de blocage, les manifestants ont notamment libéré l'accès au siège du gouvernement local. Les écoles ont également rouvert progressivement leurs portes. Le nombre de manifestants a chuté, ils ne sont plus que quelques centaines contre plusieurs dizaines de milliers ces derniers jours. L'heure est donc à la réconciliation, mais le mouvement n'est pas terminé pour autant. Les leaders étudiants ont démenti avoir donné une consigne de retrait. Les manifestants les plus déterminés restent mobilisés en attendant la tenue d'éventuelles négociations avec les autorités. Je vous l'annonçais en titre, la saison des Nobel s'est ouverte ce lundi avec le prix de médecine. Il a été attribué à un couple de Norvégiens, May-Britt et Edvard Moser, ainsi qu'à l'Américain John O'Keefe, pour leurs travaux sur des cellules qui constituent un système de géoposition dans le cerveau. Ce GPS interne permet de s'orienter dans une pièce. Il permet de répondre à des questions simples telles que comment savons-nous où nous sommes, comment réussissons-nous à trouver le chemin d'un lieu à l'autre et comment stockons-nous cette information de manière à immédiatement trouver le chemin la fois suivante où nous empruntons la même route. Les noms des lauréats ont été révélés à l'issue d'une conférence qui s'est tenue depuis l'Institut Karolinska à Stockholm en Suède. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les familles des militaires libanais enlevés à Herzl début août poursuivent leur mobilisation. Les médiations locales et régionales ont pour l'heure échoué. Le gouvernement refuse tout échange de prisonniers. Le bilan toujours incertain au lendemain de lourds combats entre le Hezbollah et des djihadistes à Britel dans l'est du Liban. L'armée s'est déployée dans plusieurs régions de la Bekaa. Des avions de chasse belges et australiens engagés pour leur première mission de combat armé aux côtés de la coalition contre l'organisation de l'État islamique en Irak. Et puis la saison des Nobel commence avec le prix de la médecine attribué à un Américain et un couple norvégien pour leurs travaux sur le GPS du cerveau, un système cellulaire qui permet aux individus de s'orienter dans l'espace. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt.